Et si quelques phrases pouvaient faire vaciller 54 nations? Imaginez, sur un continent où les coups d'État sont presque devenus la bande-son de l'histoire contemporaine, un discours fend soudain la routine, renverse la table des habitudes et sème l'inquiétude jusque dans les salons feutrés des chancelleries étrangères. Ce n'était pas une supplique, ni le catalogue fatigué d'excuses entendu 1000 fois après chaque prise de pouvoir. Ce n'était pas un plaidoyer pour la patience, ni une danse de promesses adressée aux bailleurs de fonds. Ce fut une fracture nette, un refus d'entrer dans la ronde des justifications et des compromis qui maintiennent tant de pays dans une dépendance consentie. Prenons un instant pour nous rappeler d'autres moments historiques où la parole a ouvert une brèche. En 1958, le général de Gaulle, lors de son discours à Brazzaville, avait déjà bouleversé l'ordre établi entre la France et ses colonies africaines. Plus tard, Nelson Mandela, lors de son investiture en Afrique du Sud, a utilisé la force du verbe pour annoncer la fin de l'apartheid et le début d'une ère nouvelle. À chaque fois, les mots précédaient, accompagnaient ou suivaient la rupture concrète. Mais ici, avec Ibrahim Traoré, la singularité réside dans le refus de se plier au rituel rassurant du discours de transition. Ibrahim Traoré, ce jour-là, n'a cherché ni à amadouer ni à rassurer. Il a lancé un défi. Son message, nu, sans détour, s'adressait autant aux puissances étrangères qu'aux élites locales. L'ère des discours de transition, des pactes implicites d'asservissement, était révolue. Il n'a pas quémandé la clémence de l'opinion, ni négocié l'indulgence des institutions internationales. Au contraire, il a posé la question brute, presque brutale, de la souveraineté véritable. Ce n'est pas ce que Traoré a obtenu qui a changé la donne. C'est ce qu'il a refusé de céder. Ce refus, tranchant, a fait vaciller l'équilibre politique du continent. Il a brisé la mécanique bien huilée des discours d'impuissance, forçant chacun à regarder la réalité en face. La dépendance n'était plus un accident, mais un choix que l'on pouvait rejeter. La force du choc est venue du contraste. Dans un espace politique figé, où chaque parole officielle semblait écrite d'avance, ce discours a claqué comme une gifle. Il ne s'agissait plus de communication de crise, mais d'une stratégie de confrontation assumée. Traoré n'a pas joué la partition habituelle. Il a refusé la rhétorique de la soumission, dénoncé à voix haute les logiques qui enchaînaient son pays et ses voisins. Pour donner la mesure de ce contraste, rappelons le cas du Togo en 1963, lorsque Gnassingbé Eyadema prit le pouvoir. Son discours, bien que ferme, restait ancré dans les codes de l'époque. Rassurer la population, promettre la stabilité, demander la compréhension des partenaires étrangers. À l'inverse, Traoré a rompu avec cette tradition. Dirigeants, citoyens, partenaires, tous ont compris que ce n'était pas le théâtre habituel. Ignorer ce signal, c'est s'exposer à la répétition stérile de la dépendance et de l'impuissance. Ce qui se joue ici va bien au-delà du Burkina Faso. C'est la capacité, pour tout un continent, de reprendre la maîtrise de son destin, par les actes comme par les mots. Pour mesurer la portée d'un tel bouleversement, il faut revenir à la scène d'origine, à ce moment précis où l'équilibre du pouvoir a vacillé et où la moindre décision pouvait faire pencher l'histoire dans un sens ou dans l'autre. Tout a commencé bien avant que la salle ne retienne son souffle. Mais ce jour-là, chaque regard était tourné vers ce pupitre où l'histoire attendait d'être écrite. Revenons à la scène. Nous sommes dans une salle sobre, mais tendue. L'air est chargé d'attentes, de peurs silencieuses, de calculs interrompus. Dans les couloirs, les diplomates échangent des regards inquiets. Les journalistes retiennent leur souffle, et loin de là, dans les rues de Ouagadougou, la population écoute entre espoir et scepticisme. Pourquoi ce coup d'État n'est-il pas une simple péripétie, mais le reflet d'une crise ancrée au cœur du continent africain? Depuis des décennies, les coups d'État s'enchaînent en Afrique, jusqu'à devenir, tristement, presque ordinaires. Chaque intervention militaire n'est plus un séisme, mais souvent le dernier soupir d'un État vidé de sa substance. Cette répétition n'est ni accidentelle ni anodine. Elle dévoile l'écart grandissant entre la souveraineté affichée et la réalité vécue. Au Burkina Faso, le pouvoir s'était effrité bien avant sa chute. L'État,
incapable de protéger sa population, de garantir son intégrité territoriale ou même de susciter l'espoir, s'est progressivement désincarné. Le vide s'est creusé et plus aucun discours officiel ne parvenait à masquer l'épuisement du contrat social. Pour illustrer cette déliquescence, prenons l'exemple du nord du pays. Depuis plusieurs années, des groupes armés sèment la terreur dans les villages. Les habitants, privés de la présence de l'État, se sont organisés en milices d'autodéfense. Dans certaines régions, il a fallu attendre des semaines avant qu'une autorité officielle ne se manifeste après une attaque. Cette absence de réaction a fini par convaincre beaucoup que l'État ne valait plus la peine d'être défendu. Ce n'est donc pas la prise du pouvoir par la force qui surprend, mais plutôt l'absence de résistance populaire. Le jour du renversement, il n'y eut ni foule dans les rues, ni défense du régime. Pour beaucoup, il n'y avait déjà plus rien à sauver. Ce désenchantement n'est pas isolé. À travers d'autres nations africaines, l'indépendance proclamée se heurte à une dépendance persistante, qu'elle soit économique, sécuritaire ou politique. Jour après jour, le fossé se creuse entre les promesses de souveraineté et la réalité d'une élite déconnectée. Regardons le cas du Mali. En 2020, puis en 2021, 2 coups d'État se succèdent. À chaque fois, la junte promet une rupture, mais la pression internationale, la dépendance à l'aide et le manque de solutions concrètes plongent le pays dans une spirale d'incertitude. Ce scénario se répète au Tchad, en Guinée, au Soudan, dans un cycle qui semble inarrêtable. C'est dans ce contexte qu'Ibrahim Traoré a pris la parole. Il ne s'est pas contenté de dénoncer ses adversaires. Il a rompu avec le langage feutré des transitions, rejeté les formules rassurantes destinées à l'étranger et posé un diagnostic brutal. Le système lui-même était à bout de souffle, incapable de masquer sa perte d'autorité. Ignorer ses failles structurelles, c'est se condamner à voir le coup d'État comme une exception, alors qu'il est le symptôme d'un mal plus profond. Tant que l'on confondra la chute d'un général avec la résolution de la crise, on passera à côté de l'essentiel, la nécessité de refonder une légitimité authentique. Voilà pourquoi, au-delà du Burkina Faso, le discours de Traoré a eu un tel retentissement. Il signale une crise qui dépasse les frontières, qui touche à l'essence même de l'autorité et met toute l'Afrique face à un choix. Continuer à jouer ce jeu de dupes ou inventer de nouveaux repères. Mais que révèle exactement le discours de Traoré et pourquoi a-t-il déclenché un tel écho? Pour comprendre l'onde de choc, il faut plonger dans la forme, le ton et la radicalité de ces mots. Quand refuser de rassurer devient un acte politique fondateur. Les lendemains de putsch suivent presque toujours un scénario immuable. Un discours solennel, des promesses de stabilité, des paroles choisies pour apaiser la rue et rassurer les partenaires étrangers. Ce rituel s'est imposé comme un passage obligé, une méthode bien huilée pour éteindre l'angoisse et ménager l'après-coup d'État. Mais cette fois, Ibrahim Traoré a choisi la rupture. Il n'a pas tenté d'endormir l'inquiétude, ni promis un retour rapide à la normale. Il a préféré la confrontation, dénonçant sans détour la dépendance tenace du pays et questionnant la réalité de la souveraineté nationale. Aucune concession aux attentes internationales. Pas de formule rassurante, pas de promesse de bonne conduite pour les bailleurs de fonds. Son discours était frontal, parfois rugueux, mais fidèle à ce que ressentent nombre de Burkinabés et, par-delà les frontières, beaucoup d'Africains. Ce choix n'était ni une maladresse, ni le fruit de l'improvisation. Plusieurs témoignages confirment que ses conseillers avaient rédigé une version adoucie, taillée pour ne froisser personne à l'étranger. Traoré a écarté ce texte sans hésiter. Il savait que son refus de rassurer allait inquiéter, peut-être isoler son pouvoir. Il a pris ce risque, préférant dévoiler la dépendance aux yeux de tous, plutôt que de préserver une illusion de stabilité. En brisant les codes, Traoré a ouvert une brèche. Il a exposé son régime à un risque d'isolement politique, mais aussi, de façon plus imprévisible, à la possibilité d'inspirer un précédent ailleurs. Quand les mots ne cherchent plus l'assentiment extérieur, mais la cohérence avec le vécu, ils redéfinissent l'autorité. Ce geste peut tout aussi bien renforcer qu'affaiblir le pouvoir naissant, selon la façon dont il sera compris, répercuté et transformé. Pour illustrer ce point, rappelons l'exemple de Jerry Rawlings au Ghana.
En 1981, Rawlings avait également défié les codes, mais son discours, bien que radical, avait cédé à la tentation de rassurer les bailleurs de fonds. La suite ? Une transition difficile, émaillée de compromis et de retours progressifs à l'ordre établi. Traoré, lui, a poussé la logique plus loin. Mais ce refus de rassurer n'est pas qu'un pari sur l'avenir du pouvoir de Traoré. Il questionne, en profondeur, la façon dont toute une génération envisage sa relation au monde extérieur. Quand une parole franchit une frontière, c'est tout un équilibre régional qui tremble. Le discours d'Ibrahim Traoré n'a pas seulement traversé les murs du palais, il a glissé dans chaque cercle de pouvoir africain, comme une onde impossible à contenir. Dans chaque capitale, la même interrogation s'est imposée. Où finit la parole? Où commence la contagion? Pour les peuples, ce discours a agi comme un miroir tendu à des frustrations longtemps tues. Il a mis en lumière ce que beaucoup n'osaient plus crier, la fatigue d'une indépendance proclamée, mais jamais réellement vécue. Pour les élites, le choc fut brutal. Elles ont entendu un avertissement, presque une détonation. La routine des compromis, la mécanique des transitions, tout cela pouvait s'effondrer en une phrase. Le message n'était plus dirigé vers des partenaires extérieurs, mais vers une génération entière, décidée à ne plus négocier sa dignité. Ce discours a rouvert des blessures enfouies, réveillant la question lancinante de la souveraineté inachevée. Les mots ont posé à nu une tension ancienne, celle entre l'orgueil d'une indépendance affichée et la dépendance, réelle, parfois humiliante, envers l'extérieur. Les réactions internationales furent timides, presque chuchotées derrière des portes closes. Chaque geste, chaque déclaration cherchait moins à isoler un homme qu'à contenir une idée. La peur était tangible, que cette brèche langagière ne s'élargisse, qu'elle devienne un modèle pour d'autres impatiences encore silencieuses. Prenons pour exemple la réaction de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Habituellement prompte à condamner et à exiger un retour à l'ordre constitutionnel, l'organisation s'est montrée cette fois beaucoup plus prudente, consciente que la lassitude populaire dépassait les frontières du Burkina Faso. Même l'Union africaine, souvent prompte à suspendre les régimes issus de coups de force, a temporisé, redoutant que toute condamnation hâtive ne fasse qu'alimenter le ressentiment populaire contre les institutions régionales. Car le danger ne se limite pas à un isolement immédiat. Il s'agit d'un possible glissement des règles du jeu, perte ou conquête d'autonomie, d'influence, de stabilité. Derrière le tumulte, il y a le vertige d'une Afrique prête à imposer ses propres termes, ou à retomber, encore, dans le piège de l'instabilité. Le sort du continent ne se décide pas seulement dans les palais, mais dans les esprits. Si la parole se fait action, si la rupture dépasse le discours, alors, et alors seulement, un nouvel équilibre pourra naître. Mais l'élan des mots peut-il vraiment bousculer des décennies d'habitude et de dépendance? À ce carrefour, tout reste à réinventer. Oser la rupture, c'est prendre la parole au risque de tout bouleverser. Mais combien de temps ce courage peut-il tenir, et à quel prix? Après une secousse aussi brutale que celle vécue au Burkina Faso, le discours d'Ibrahim Traoré sonne comme un signal de réveil, mais il ouvre aussi une brèche vertigineuse. Comment transformer l'énergie d'un choc en changement tangible, tout en préservant la souveraineté et la liberté du peuple? Premier piège, la surenchère symbolique. Quand un leader hausse le ton et promet la refondation, il soulève une vague d'attente que même la meilleure volonté ne peut toujours satisfaire. Les mots électrisent, mais deviennent vite des chaînes si les actes ne suivent pas. La population, avide de preuves concrètes, peut basculer de l'enthousiasme à la déception en quelques saisons seulement. Regardons l'exemple de la Guinée, où, après le coup d'État de 2021, la junte a promis une transformation radicale. Pourtant, plus d'un an après la prise de pouvoir, la plupart des réformes attendues peinent à voir le jour, et la lassitude grandit. Les citoyens expriment leur frustration. Certains regrettent même l'ancien régime, preuve que la magie du discours ne suffit pas. Vient ensuite le spectre de l'autoritarisme. L'histoire africaine regorge d'exemples où l'urgence et la discipline ont servi de prétexte pour étouffer la pluralité et verrouiller la critique. Un pouvoir forgé dans la rupture doit résister à la tentation de confondre fermeté et fermeture. Dès que la parole officielle devient l'unique source de légitimité,
le risque est grand de voir s'installer l'étouffement du débat et l'exclusion des voix dissidentes. Pour éviter ce piège, il est essentiel de garantir la liberté de la presse et l'ouverture des espaces de dialogue. Créer, par exemple, des forums citoyens animés par des acteurs de la société civile, permettre aux syndicats et aux ONG de s'exprimer sans crainte de représailles, et instaurer des mécanismes indépendants de suivi des réformes. Pourtant, c'est dans l'équilibre que se trouve la clé. Après la rupture, la société doit apprendre à conjuguer ordre et écoute, exigence et dialogue. L'autorité durable ne se construit pas sur la peur, mais sur la confiance et la cohérence entre le verbe et l'action. L'histoire récente du continent rappelle la fatigue révolutionnaire. Chaque promesse non tenue creuse le fossé entre gouvernants et gouvernés, érode la crédibilité et pousse à la lassitude, voire à l'abandon politique. Au Burkina Faso comme ailleurs, le vrai défi du pouvoir n'est pas de séduire par la solennité, mais de durer, d'évoluer, de s'adapter sans sacrifier l'ouverture démocratique. Prenons le cas du Bénin après la conférence nationale de 1990. Cette période a démontré que la stabilité et la légitimité s'obtiennent par la capacité à réformer, à impliquer la population et à instaurer une justice indépendante. Le Bénin a ainsi connu une transition pacifique et durable, contrastant avec les aventures autoritaires de ses voisins. Pour les sociétés africaines, l'enjeu est colossal. Il s'agit de choisir non seulement un langage, mais une vision pour l'avenir. La rupture offre une fenêtre unique pour redéfinir les règles du jeu, mais elle impose aussi de s'interroger – jusqu'où aller dans la radicalité, à quel prix et pour quels résultats durables. La souveraineté n'a de sens que si elle s'accompagne de liberté réelle et de progrès partagés. Au fond, transformer une rupture en réforme exige plus que du courage. Il faut une stratégie, de la patience et surtout, une responsabilité intransigeante envers ceux qui vivront les conséquences de chaque engagement. Ce n'est qu'à ce prix que la transition peut espérer laisser plus qu'un simple souvenir de flambée oratoire. Pour rendre ce processus concret, plusieurs étapes clés peuvent être envisagées. L'organisation d'états généraux de la refondation, ouverts à l'ensemble des forces vives du pays. La rédaction participative d'une nouvelle constitution. La mise en place d'organes de suivi composés de citoyens tirés au sort. L'instauration de quotas pour la jeunesse et les femmes dans les instances de décision. L'audit transparent des finances publiques. Mais le discours, s'il crée des attentes, n'est qu'un point de départ. La suite dépendra de la capacité à incarner, jour après jour, la promesse de rupture. L'histoire ne se bâtit pas à coups de mots seuls, mais aucun bouleversement n'est clos sans eux. Dès l'instant où Ibrahim Traoré a pris la parole, il était clair que son discours dépassait la simple déclaration. Il a tracé une ligne de rupture, brisé des routines longtemps tolérées et rouvert la question brûlante de la légitimité de la parole africaine et du prix à payer pour la conquérir. Ce ne sont pas les mots qui créent le monde, mais ils sculptent l'avenir avant que les actes ne viennent en marquer la surface. Sans parole courageuse, aucune fracture véritable n'est possible. Pourtant, si ces mots restent sans suite, ils deviennent des promesses toxiques, aggravant l'écart déjà béant entre l'espérance et la réalité. Voilà toute la tension du pari de Traoré et de celles et ceux qui l'écoutent. Si le verbe n'est pas rejoint par l'action, la déception sera à la mesure de l'attente. Citoyens et élites se retrouvent devant un enjeu vital. Il s'agit de reconquérir non seulement la souveraineté politique, mais aussi la dignité de croire en son propre destin collectif. Chaque phrase prononcée ce jour-là a résonné bien au-delà du Burkina Faso. 54 nations ont été interpellées, chacune confrontée à la distance douloureuse entre l'affirmation de souveraineté et la réalité de la dépendance. Aujourd'hui, le risque n'est plus simplement de perdre le pouvoir, mais de perdre la faculté même d'inventer de nouvelles règles du jeu. Pour clôturer, rappelons enfin quelques scénarios d'avenir. Si la dynamique enclenchée par le Burkina Faso inspire d'autres nations à remettre en cause le statu quo, l'Afrique pourrait s'engager dans une ère de refondation institutionnelle et de coopération sud-sud, renforçant ses propres alliances et favorisant des modèles de développement endogènes. À l'inverse,
Si la rupture n'est pas suivie d'efforts de dialogue et de gouvernance exemplaires, le continent risque de s'enliser dans une succession de crises et de replis nationalistes. Si l'Afrique veut préserver des décennies d'espoir, de lutte et d'institutions, il faudra que ces paroles audacieuses s'incarnent enfin dans des actes solides. Mais comment franchir le gouffre entre le langage et les faits? Comment transformer l'élan d'un jour en une dynamique durable, sans répéter les erreurs du passé? L'histoire se souviendra de ce discours, non pour ses promesses, mais pour la brèche qu'il a ouverte. À présent, chaque Africain, chaque Africaine doit se demander: que sommes-nous prêts à exiger, à construire, à défendre, pour que la souveraineté devienne enfin réalité, et non simple slogan? Osons l'exigence, la lucidité et la vigilance collective. Car la souveraineté ne se décrète pas, elle se conquiert, chaque jour, dans l'épreuve du réel.